Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une question taraude l'esprit des Camerounais après le message du chef de l'État à la jeunesse. L'intégration socio-économique des jeunes est-elle réellement une priorité du gouvernement en brandissant le financement de 5500 projets en 2020 et la création de 500 000 nouveaux emplois en 2021? Le président de la République, Paul Biya, a eu du mal à convaincre une partie de l'opinion publique et la classe politique sur sa réelle volonté de promouvoir la jeunesse. À l'analyse des faits, le sous-emploi et le chômage atteignent des records et illustrent l'insuffisance des politiques publiques destinées à la jeunesse. C'est du moins le constat que font des leaders politiques. Cabral Libby et Maurice Kamto ont eux aussi tenu à adresser leur message aux jeunes Camerounais. Une affaire de mœurs qui défraie la chronique à Ntui dans le département du Mbamekime. C'est une adolescente, élève en classe de seconde, qui a été abusée sexuellement. Son présumé bourreau fait l'objet de 4 plaintes qui n'ont pas prospéré depuis plusieurs semaines. Que se passe-t-il? Enquête à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le chef de l'État surfe sur les performances des Lions à prime durant le CHAN 2021 afin d'inciter les jeunes Camerounais à redoubler d'efforts, à être plus créatifs et à saisir les opportunités existantes au Cameroun. Dans son message à la jeunesse rendu public hier soir, Paul Biya a présenté son bilan en faveur de la jeunesse. 5500 projets financés en 2020 et près de 500 000 nouveaux emplois annoncés pour l'année 2021 et près de 15 milliards de francs CFA mis à la disposition des jeunes. Le président de la République a également présenté certaines figures de proue comme des modèles qui devraient inspirer la jeunesse camerounaise, malgré le contexte économique et sécuritaire qui engendre de nombreuses destructions d'emplois jeunes au Cameroun. Compte rendu, Nadine Yambou. S'adressant à la jeunesse camerounaise ce 10 février 2021, le chef de l'État Paul Biya est revenu sur les multiples crises sécuritaires qui secouent le Cameroun, dont la partie anglophone, à l'extrême nord et à l'est, à la frontière avec la République centrafricaine. Dans un discours d'une quinzaine de minutes, Paul Biya a reconnu que la paix est de plus en plus menacée dans le pays. La paix est une condition indispensable au progrès. Et comme vous le savez, celle-ci est depuis quelques années menacée dans notre pays par des bandes armées qui sèment la terreur à la frontière ouest de l'extrême nord, à certains endroits du nord-ouest et du sud-ouest. Notre frontière est est également sujette à des faits d'insécurité. Paul Biya s'est dit outré par la montée du discours de haine sur les réseaux sociaux et dénoncé l'enrôlement des jeunes par ceux qu'il présente comme étant les ennemis de la République pour déstabiliser le Cameroun. Certains d'entre vous ont fait le choix malheureux de faire alliance avec les démons de la haine et de la division, mus par un fanatisme barbare, souvent conçu et alimenté depuis des pays étrangers, ou par un usage pervers des réseaux sociaux. Ils tentent de saborder les bases de la nation. Ceux-là sont des anti-modèles. Je vous exhorte à vous en éloigner. Ils ne contribuent pas à la construction d'un Cameroun prospère et uni. Malgré le chômage galopant et la destruction de nombreux emplois liés aux crises sanitaires et sécuritaires, le chef de l'État s'est plutôt montré enthousiaste. Paul Biya se réjouit de ce que le programme spécial Jeunes, évalué à près de 15 milliards de francs CFA, a permis de financer plus de 5500 projets structurants. Le plan triennal spécial Jeunes, qui en 2020 a financé environ 5500 projets pour un montant global de près de 15 milliards de francs CFA,
et permis ainsi l'installation d'un peu plus de 16 000 jeunes dans 66 villages pionniers de la deuxième génération. Le programme de promotion de l'emploi décent, qui compte atteindre le cap de 500 000 emplois créés au titre de l'exercice 2021. Au moment où de nombreux jeunes s'interrogent sur leur place dans la gestion de la vie publique et politique, le président de la République leur répond qu'une transition générationnelle se prépare dans la gestion des affaires publiques au Cameroun. Des leaders de l'opposition ont également adressé leur message de soutien et de conscientisation des jeunes. Le président national du MRC, professeur Maurice Kamto, le député Cabral Libi, président du PCRN, ont exhorté les jeunes à persévérer malgré l'adversité. Tous les deux réitèrent le vibrant appel à une inscription massive des jeunes sur les listes électorales et un engagement plus important dans la vie politique de leur pays. Les points saillants de leurs appels à la jeunesse camerounaise sont évoqués dans ce reportage signé Gladys Sidé. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, estime que la jeunesse camerounaise doit être célébrée. Selon lui, rien ne se fera dans le pays sans elle. Il invite à un engagement politique total afin de participer à l'avenir du Cameroun. La jeunesse camerounaise doit être célébrée, mais elle doit être consciente, pleinement consciente, que rien ne se fera dans notre pays sans elle. Et son engagement politique ne doit plus être tiède. Elle doit être un engagement total parce que l'avenir dépend d'elle et l'avenir est à elle. Chaque jeune Camerounais qui ne s'est pas encore inscrit sur les listes électorales doit le faire le plus rapidement possible. Je n'ai jamais cessé de le souligner, non par chauvinisme national, mais par constat objectif. Quel que soit le contexte dans lequel il se déploie, le jeune Camerounais est capable de surmonter toutes les difficultés et de se hisser au firmament parmi les meilleurs dans son domaine. Je peux citer à cet égard notre jeune compatriote, M. Alain Ekambi, créateur de l'application de messagerie Dicalo, qui jour après jour s'affirme. Je voudrais également citer ici un jeune talentueux, génie de la physique, M. Arsène Théma Biolé, qui veut domestiquer le soleil, ou en tout cas développer sur la terre les propriétés du soleil de manière à produire abondamment de l'énergie. Pour le professeur Maurice Kamto, les jeunes Camerounais devraient profiter de la force qu'ils ont encore en leur possession et s'atteler à œuvrer pour le bien du pays. Avec ou sans emploi, il les appelle à ne pas désespérer. La plupart des citoyens camerounais pensent que la jeunesse est une situation permanente. C'est une situation qui est essentiellement transitoire. Et chacun d'entre vous, dans cette partie de sa vie, doit se dire « Qu'est-ce que je peux faire pour apporter une contribution déterminante à l'émergence et au développement de notre pays, à l'essor de mon pays ?» Je pense à tous les jeunes Camerounais, à toutes les jeunes Camerounaises, de toutes les conditions, les personnes handicapées, les jeunes sans emploi, ceux qui n'ont jamais pu aller à l'école faute de moyens, ceux qui sont condamnés par la vie, par le hasard terrible de la vie, à vivre dehors, dans les rues, sous les ponts. À ceux-là, j'ai promis, et je le répète, lorsque nous serons en capacité de diriger ce pays, chacun d'eux aura sa chance. Au chapitre des réactions, il y a aussi celle de l'honorable Cabral Libi du PCRN qui pense que la jeunesse ne joue dans l'ordre politique camerounais qu'un rôle participatif instrumental et résiduel dans les organisations et les décisions politiques. Une jeunesse qui sert de décor dans le champ et le discours politique. Le leader du PCRN dénonce le chômage criard et un sous-emploi record, un système éducatif désastreux, un système de santé déficient. Selon Cabral Libi, la jeunesse camerounaise dans sa grande majorité souffre, étouffe, désespère. Et ce sont ces jeunes qui l'appellent à prendre les choses à main et il croit savoir que cela passe par le résultat des urnes. Ainsi, il lance une invitation à une inscription massive
sur les listes électorales. Toujours dans ce chapitre, l'ambassade des États-Unis a tenu à rendre publique une déclaration à l'occasion de la fête nationale de la jeunesse. Les États-Unis constatent qu'après 4 ans de conflits armés dans les régions anglophones et de violentes attaques extrémistes dans la région de l'extrême nord, la jeunesse camerounaise continue de montrer sa forte résilience et son engagement à contribuer à la construction d'un avenir pacifique et prospère. En ce jour spécial, l'ambassade des États-Unis encourage tous les Camerounais dans leur remarquable diversité à prendre des mesures significatives pour défendre la paix et faire en sorte que chaque enfant puisse aller à l'école en toute sécurité et acquérir des compétences nécessaires à la vie et à la réussite dans l'économie de demain. Le coordonnateur résident des Nations Unies au Cameroun tient à attirer l'attention du gouvernement sur les conditions préalables à la contribution des jeunes pour le développement. Selon Mathias Z. Nab, la jeunesse camerounaise a besoin d'être protégée et épaulée pour préserver son dynamisme et développer pleinement son capital humain. Alors que le chef de l'État et d'autres leaders politiques ont tenu à mettre en lumière des jeunes qui excellent dans plusieurs domaines scientifiques et qui est allé à la rencontre de l'un d'entre eux. Il s'appelle Cédric Atangana, très intéressé par les nouvelles technologies, mais également par les moyens visant à faciliter le paiement et les transactions financières mobiles. Cédric Atangana qui a développé une start-up qui remporte de nombreux prix à l'international. D'autres précisions avec ce reportage signé Sylvestre Zangaou. Diplômé de l'école polytechnique de Douala à 21 ans en 2012, puis celle de Marseille 3 ans plus tard en France, Cédric Atangana, ingénieur en informatique, fait désormais partie des figures montantes de la Silicon Valley aux États-Unis. Il a créé une start-up qui révolutionne le paiement par mobile money, le résultat d'une étude qu'il a menée dans le domaine pendant 7 ans. On s'est rendu compte qu'on a plus de 3,3 millions de callbox, comme on les appelle chez nous, sur le continent, et qui ont traité en 2019 41,5 milliards de dollars. C'est énorme en cash, dans un dépôt, retrait. Du coup, on s'est intéressé de façon spécifique aux différents distributeurs mobile money pour essayer de comprendre comment ils travaillent, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Et on s'est rendu compte que leur activité se résume à 2 choses, c'est les dépôts et les retraits. L'activité des agents mobile money, c'est ça, dépôt, retrait, dépôt, retrait. Et pour exécuter ces 2 opérations-là, généralement, ils saisissent de très longues séquences USSD, des codes. C'est très très long. Donc, à la fin de la journée, si pour un callbox, il reçoit 300 clients par jour, il va exécuter ces codes-là 300 fois dans la journée. Et donc, ça vient avec son lot de problèmes. Donc, parfois, il se trompe de numéro, l'argent va au mauvais numéro, parfois, il se trompe de montant, etc. Pour défaire donc ce qui paraît être une toile d'araignée, ce jeune ingénieur en informatique a trouvé cette solution qui permet aux distributeurs mobile money de garder le contrôle sur leurs transactions. Les petits callbox se ravitaillent chez des grossistes. Il y a des grossistes qui gèrent un réseau de 1000 points de vente, parfois plus. Et vous imaginez 2 millions de francs CFA par callbox, fois 1000 dans la journée, ça fait 2 milliards de francs CFA que les grossistes se retrouvent à gérer en cash, ce qui les met en situation de risque permanent. Donc nous, on a développé dans l'application WeCashUp qui agrège, automatise, simplifie et sécurise l'intégralité de l'activité du callbox. Donc ça fait que désormais, ils n'ont plus besoin de saisir les longs codes pour faire les dépôts, retraits, etc. Dans l'application, ils vont voir tous les opérateurs rassemblés dans un seul terminal. Donc au lieu d'avoir un téléphone pour Orange, un téléphone pour MTN, etc., ils ont tous les opérateurs dans un seul terminal. Deuxièmement, l'application automatise la comptabilité des callbox. Il faut savoir, un callbox peut gagner jusqu'à 1 million de francs CFA de commission par mois, ce qui est quand même beaucoup plus que ce que beaucoup de cadres de nos entreprises gagnent aujourd'hui. Donc les petits callbox là qui sont dans la rue, là que tout le monde néglige, généralement on les regarde sans les voir. Et donc notre objectif, c'est de mettre la lumière sur eux. Les échos de cet outil révolutionnaire ont fait remporter plusieurs prix à la start-up de Cédric Atangana, dont celui de meilleure start-up au monde en 2018, décerné par les Nations Unies, ou encore le prix du président Emmanuel Macron pour la meilleure start-up, décerné par Viva Technology. Cédric Atangana a décidé de rentrer s'installer au Cameroun dans un environnement qu'il sait difficile pour les start-up. Voici donc un jeune entrepreneur camerounais qui a conjugué ses efforts et attend aujourd'hui la réaction de son pays pour lui apporter le soutien nécessaire.
Comment l'entrepreneuriat jeune peut-il œuvrer pour le développement local? Cette préoccupation était au cœur d'un atelier d'échange entre les jeunes aspirants à la création d'entreprises et des experts dans le domaine. Ils ont été édifiés sur les pièges à éviter et comment contourner les obstacles. Et surtout, il a été question d'interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité d'apporter un accompagnement plus significatif aux jeunes créateurs d'entreprises. Compte rendu, Cédric Ding. Au Cameroun, moins de 8000 nouveaux emplois sont créés chaque année et seulement 3/5 de ces emplois sont issus de l'entrepreneuriat jeune. Des chiffres extrêmement faibles et bien loin des 500 000 emplois annoncés par le gouvernement. C'est vrai que le taux de création d'entreprises au Cameroun est très très faible. C'est ce qui induit d'ailleurs le fort taux de chômage, parce que la création d'entreprises qui entraîne la création d'emplois. Une problématique d'emploi jeune, encore plus d'actualité alors que le Cameroun célèbre la 55e édition de la fête de la jeunesse et placé au centre du forum organisé par l'Association des jeunes amateurs de l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat qui crée la richesse, crée la croissance de façon globale, enrichit, permet le développement d'un pays. Et nous avons donc pensé à ce forum de la jeunesse entreprenante de Douala, pour mettre en synergie les jeunes porteurs de projets, les jeunes promoteurs d'entreprises, avec des experts qui sont déjà aguerris dans certains domaines. Des jeunes réunis autour d'experts de la création d'entreprises, venus élaguer les difficultés auxquelles ceux-ci sont confrontés dans le processus de création d'emplois. Les difficultés sont nombreuses, les impôts et toute la partie exploitation. Il faut pouvoir identifier le projet, il faut pouvoir être motivé, il faut pouvoir parcourir ce chemin du combattant qui va à la création d'entreprise avec beaucoup de difficultés, mais il faut être tenace et volontaire. L'organisation d'un forum entrepreneurial est une manière de permettre à la jeunesse de comprendre l'intérêt qu'il y a à devenir des véritables patrons et à participer effectivement à la construction de l'œuvre nationale. Au cours de cette activité, il y aura des communications des experts. Ils ont bien voulu nous accepter dans la mise en œuvre de ce projet important. Une litanie de difficultés égrenée par les jeunes qui ont répondu présent. Au sortir de ce forum, j'attends déjà être mieux édifié sur le sujet de l'entrepreneuriat, savoir quelles sont les opportunités que nous jeunes nous avons à offrir déjà et quelles sont les différentes dispositions mises par l'État pour encadrer l'entrepreneuriat des jeunes au Cameroun, surtout dans le cadre de cette fête de la jeunesse. Au sortir de ce séminaire, on s'est dit les projets qu'on doit présenter seront vraiment valorisés par le comité d'organisation et qui pourront vraiment nous aider aussi financièrement parlant. Des vœux que nourrissent la jeunesse, attendant une annonce forte suite au discours du chef de l'État à son endroit. Dans le reste de l'actualité, bras de fer à Banka, dans le département du Yonkam, là où de vives tensions persistent entre l'autorité municipale et l'autorité traditionnelle. La Cour royale est en colère après un projet de la municipalité de démolir le monument d'un chef supérieur érigé au rond-point dit Panchi. La Cour royale est sortie de ses gonds pour détruire les travaux d'aménagement de ce rond-point à Banka. Des précisions dans ce reportage d'Éric Ouattat, Andine Gagnou et Julienne Berthe-Bissaille. Un spectacle comme on n'en avait jamais vu au rond-point Panchi, au village Banka. Les travaux d'aménagement de ce rond-point, saccagés par les notables de la chefferie supérieure. Sur le terrain, un chef d'orchestre, Sa Majesté Toukam Monkam, supervise les opérations de casse. Toute la cour royale Banka s'insurge contre la destruction du monument d'un défunt chef qui surplombait ce rond-point et agrémentait l'admiration des passagers en direction de la Grande Mifi et le Ndé. Et le principal accusé dans cette affaire, c'est la municipalité de Banka qui n'a pas consulté la chefferie avant d'engager les travaux, rappelant ainsi les conflits d'autorité et de compétences entre l'autorité traditionnelle et communale. En mémoire, la brouille entre le maire de Fumban et le sultan Bombonjoya, roi des Bamoun. Pour le maire de Banka, la destruction de ce monument historique est un non-événement. Ce qui importe, c'est l'embellissement de la ville.
Nous avons lancé une vaste stratégie en collaboration avec l'approche participative et les différentes autorités administratives pour rénover les différents points attrayants de notre commune, notamment celui du rond-point Pachi. Aujourd'hui, avec les sectoriels de l'État et des architectes externes que nous avons consultés, nous avons maturé une architecture qui pourra donner un nouveau blason au rond-point Pachi. Convoqué à une réunion entre toutes les forces vives de la ville, le maire Joseph Clovis Nguesiok ne s'est pas présenté. Une absence qui a mis le chef supérieur Banka dans une colère noire. Pour apaiser les tensions, le préfet s'est vu dans l'obligation de présenter des excuses au chef supérieur de Banka. J'ai pris une décision qui suspendait tous travaux ici et qui ordonnait au maire de réhabiliter la statue du chef supérieur et les 3 lions qui avaient été démantelés. Je suis allé à la rencontre du chef supérieur où je lui ai transmis les regrets de l'administration locale suite à l'acte sacrilège qui a été posé. Pour réconcilier les deux parties, l'autorité administrative a créé une commission composée de toutes les parties pour veiller à la bonne exécution de ce chantier. Une affaire de mœurs défraie la chronique dans le département du Mbamé-Kim. Je vous le disais en titre, un homme en tenue est accusé d'avoir abusé sexuellement d'une adolescente élève en classe de seconde au lycée technique de Ntui. Aucune des 4 plaintes n'a encore prospéré jusqu'ici. Le mis en cause nie les faits mais refuse de s'exprimer sur les dénonciations faites par cette famille et la victime. Le récit des faits avec Charles Mélingui et Ike Cyril. C'est l'histoire d'une demoiselle, élève en classe de seconde au lycée technique de Ntui. Le 31 décembre 2020, elle décide de passer le réveillon de la Saint-Sylvestre avec son petit ami. Le 31 décembre 2020, on arrive dans là juste au niveau de la place de fête. On s'assoit, on ne fait même pas 5 minutes. 2 policiers arrivent, un monsieur en tenue et l'autre en civil. Le monsieur en tenue nous éclaire, nous demande que vous faites quoi là? On le dit, nous sommes de passage. Il nous dit que c'est pas prudent que vous êtes placé là, je vous embarque. On lui demande, vous nous embarquez, on a fait quoi? Il nous dit pas de, vous ne parlez pas, marchez seulement. La soirée va tourner court. Ayant élagué le garçon, l'homme en tenue, suspect numéro 1 dans l'affaire, va s'employer à sauter la petite jusqu'à 1 heure avancée de la nuit. Quand je suis arrivée à la maison, je regardais l'heure, il était déjà 4 heures. Maintenant, quand mon petit ami arrive, il me demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme ça que je lui raconte l'histoire. Il est parti, il a dit à ses frères. Ses frères m'appellent donc au téléphone, ils me disent qu'il faut aller à l'hôpital. Je ne dois pas rester avec ça sur moi comme ça. À l'hôpital, plusieurs examens sont faits, notamment le test du VIH-Sida. Ils sont négatifs, mais Raïssa Magiokan est quand même placée sous traitement. Le lendemain, le 2, je pars à l'hôpital. Les examens sont sortis négatifs, mais normalement on devait repartir après 1 semaine. Ce que l'on a fait, et on m'a donné 1 mois, on m'a mis sous traitement pendant 1 mois. Je buvais un comprimé qui m'a beaucoup menacé. Je n'arrivais même pas à aller à l'école pendant 1 mois. Un homme en tenue étant incriminé dans l'affaire, sa hiérarchie, au dit des parents de l'enfant, va solliciter un arrangement à l'amiable. C'est le commissaire de sécurité publique qui m'a fait appel. Il me dit qu'il demande l'arrangement parce que le côté pénal sera lourd. La réponse était qu'il va voir d'abord Ebangomo afin qu'on trouve une solution. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, pas de réponse. Là d'attente, le père de Raïssa Magiokan comprend qu'il pourrait s'agir d'une supercherie. Il rédige non pas 1, mais 4 nouvelles plaintes. J'ai déposé la première au commandant de compagnie, la deuxième au commissariat spécial, la troisième au préfet et la 4e au procureur de la République de la ville d'Ntui. La police des polices m'a fait appel
Alors ils m'ont entendu, c'était lundi passé, si j'étais avec l'enfant toujours. Ils ont promis donc de descendre ici en Tui les jours qui suivent. C'est ça que j'attends maintenant. En pleine célébration de la fête de la jeunesse, Raïssa Magioken, élève en classe de seconde au lycée technique de Ntui, ne comprend pas toujours ce qui lui est arrivé le 31 décembre dernier. L'affaire piétine au niveau de la justice. La ville de Garoua-Boulaye, jadis florissante, tourne désormais en mode ralenti. La fermeture de la frontière a plombé les activités économiques. Les commerçants passent des journées entières à se tourner les pouces sans apercevoir l'ombre d'un potentiel client. L'immobilisation des camions observée depuis 2 mois a quasiment asséché les caisses de la municipalité. En clair, il n'y a presque plus de vie à Garoua-Boulaye. C'est le constat que font nos reporters Emmanuel Diop et Marcelin Gansop, de retour de Garoua-Boulaye dans la région de l'Est. Non loin du parc à camion de Garoua-Boulaye, notre chemin croise celui de Rodolphe Ngouleux. Ce Camerounais qui forme les jeunes à la confection des sacs à main et autres bijoux en perles réside à Bangui depuis 10 ans. Mais voici presque 2 mois qu'il est bloqué à Garoua-Boulaye, sans aucun revenu, alors qu'il ne demandait qu'à mener sereinement ses activités professionnelles, comme d'habitude. Je venais en mission au Cameroun, dans le cadre de nos activités du PAFAS, depuis plus d'1 mois et demi. Nous sommes à Garoua-Boulaye et c'est vraiment difficile de survivre ainsi, sachant que toutes nos activités sont basées dans la capitale de Bangui et que nous nous trouvons du côté du Cameroun sans rien faire et nous sommes vraiment démunis de tout. Parce que je vois certains jeunes qui sortaient peut-être de Douala retirer leur véhicule ou peut-être qui sortaient pour un voyage. Et actuellement dans la ville, ils vagabondent comme ça sans rien faire et sans toutefois avoir de quoi se nourrir et tout. La ville de Garoua est vraiment devenue très menaçante. Ils sont nombreux ces Camerounais et Centrafricains qui depuis la fermeture de la frontière tirent le diable par la queue. Au marché de Garoua-Boulaye, jadis plaque tournante des échanges commerciaux entre les deux peuples, c'est presque un calme de cimetière qui nous accueille. Pour qui se souvient de l'effervescence que connaît cet espace marchand lorsque tout est normal. Ça ne marche même pas, ça ne marche même pas. C'est trop fort, c'est très même fort. Et vous faites comment? Bon, on va faire comment? On attend seulement en haut, mais vraiment les problèmes là, ça nous dépasse. Il n'y a pas de ravitaillement, il n'y a pas le marché parce qu'il y a beaucoup de camions ici. Quand ça quitte Douala, ça arrête ici. Et si le magasin est vide ici à Garoua-Boulaye, il n'y a pas les marchandises pour traverser encore. D'une boutique à l'autre, les plaintes et complaintes sont quasiment les mêmes. Depuis la fermeture du corridor, le marché est mort. Les commerçants passent l'essentiel de leur journée à se tourner les pouces tout en serrant la ceinture. Des matins, on vient ici sans marcher, on reste. Et vous savez que nous sommes des pères de famille et ça ne peut pas aller comme ça. Si ça continue comme ça, ce n'est pas bon. Et il y a certains commerçants qui n'ont pas leur boutique propre, donc ils louent. Comment se fait-il que tu loues une boutique, après tu ne vends pas, tu vas payer la louée de la commande? On vient, on ne vend pas. On est les pères, on ne les envoie pas à l'école. Peut-être tu loues une boutique à 25 000 le mois, il faut donc payer ton bailleur. Et il n'y a pas le marché, tu vas toute la journée, tu ne vas pas, vous êtes là comme ça. Vous rentrez meuble, des fois tu prends le crédit, même le savon, les enfants allaient à l'école. Donc comme ça, là, il n'y a pas la solution. La vérité, c'est que c'est la Centrafrique qui fait vibrer Garoua-Boulaye. Les échanges commerciaux et le brassage des populations sont tels que lorsque la frontière est ouverte, c'est tout le monde qui trouve son compte. Des opérateurs économiques aux vendeurs ambulants, en passant par les transporteurs. Mais depuis 2 mois, c'est la débrouillardise. Parce qu'on vit ici là par rapport aux Centrafricains. S'ils n'entrent pas, on est là comme ça, vous voyez comment on est là. On ne vend pas, on ne fait rien. C'est dur. Quand on regarde là, c'est la RCA. Quand c'est fermé comme ça là, vraiment ça ne va pas. L'économie est tout chitée. Franchement, même moi ce matin, depuis que je suis là, je n'ai même pas vendu même 5 francs. On s'est débrouillé comme ça. Mais vraiment, les impôts quand même, cette année ça vraiment, c'est très même difficile qu'on paye les impôts là. La commune de Garoua-Boulaye, qui tire l'essentiel de ses recettes des échanges commerciaux et des impôts et taxes qui vont avec, est presque asphyxiée puisque les caisses sont vides. Vous savez que Garoua-Boulaye, de par sa position stratégique qui est sur la frontière, est reliée directement aux 3 grandes métropoles, à savoir Douala, à savoir Djamena, à savoir Bangui, et même les ressortissants de l'intérieur du pays qui viennent exercer de commerce ici. Garoua-Boulaye est une ville commerciale. On a plus de 1000 échoppes dans notre marché, mais aujourd'hui,
nos commerçants n'arrivent pas à payer les frais de loyer parce que, disait-il, avec la fermeture de la frontière, la marchandise ne passe pas. Cette commune est d'autant plus sinistrée que son parc à camions est pris en otage par des centaines de gros porteurs qui ne peuvent pour le moment pas pénétrer en territoire centrafricain. Essoufflé par 2 mois de disette, le propriétaire paralyse sans le vouloir le fonctionnement de la mairie. De telle sorte que le parc des gros porteurs que la commune a et qui faisait la principale recette journalière de la commune est tombé parce que ces camions ont déjà mis long, ils disent qu'ils n'ont plus de moyens pour payer. Et c'est comme ça que nous n'arrivons plus à fonctionner. C'est pour ça qu'on parle d'une commune sinistrée. Dans une déclaration rendue publique le 9 février, le porte-parole militaire de la coalition des patriotes pour le changement annonce l'ouverture d'un couloir humanitaire sur le corridor Gawaboulaye-Bangui. Celui-ci permettra aux ONG et à la mission de la MINUSCA d'exercer leur mission de bon office sur le territoire centrafricain. Les opérateurs économiques et les transporteurs voient d'un bon œil cette évolution, bien qu'elle soit pour l'instant guidée par des raisons purement humanitaires. C'est dire que la sortie de l'auberge n'est pas pour demain. Et Gawaboulaye, qui était encore prospère il y a 2 mois, poursuit sa descente aux enfers. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. C'est du nous fait les usagers de la route de l'axe qui utilisent la nationale numéro 5 en partance ou en provenance de l'ouest Cameroun sont surpris depuis quelques jours de ne plus voir le monument qui se trouve au niveau du rond-point Panchi. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. Rond-point Panchi, ce monument-là qui trônait là, c'est-à-dire le chef. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement là-bas? C'est précisément à Banka où le torchon brûle entre le chef traditionnel et l'autorité municipale. La pomme de discorde, ce sont les travaux d'aménagement du rond-point Panchi, là où était érigée la statue d'un chef respecté, à la fois pour son histoire, pour la dimension culturelle et pour ceux qui sont attachés au rite traditionnel. À la grande surprise de la cour royale, les travaux d'aménagement ont procédé à la destruction de la statue du chef sans l'avis de celui qui règne aujourd'hui dans cette chefferie. Il est sorti avec sa cour royale, le chef traditionnel, pour procéder aux casses et cela a créé du grabuge. Le préfet du Honkam, sentant que la tension montait dans l'air, est venu désamorcer ce bras de fer, présentant les regrets de l'administration locale, mettant sur pied une commission mixte afin de trouver un terrain d'entente entre le maire qui souhaite embellir la ville de Banka et le chef traditionnel qui insiste sur le maintien des reliques et autres vestiges culturels dans cette ville du département du Honkam. On se serait cru à Fumban il y a quelques semaines. Vous l'avez dit. Voilà. Madame, monsieur, c'est donc l'essentiel et qui nous soit en deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée, Serge Alain. Bon week-end à vous également. Agréable week-end à vous. Rendez-vous lundi. 20h. Dans un instant, donc, madame, monsieur, la suite. On parle toujours du discours à la jeunesse et la diaspora.